3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Ninon Bachet est avec nous ce soir, stratégiste taux chez Société Générale CIB. Bonsoir Ninon. Ravi de vous accueillir dans cette émission. Bienvenue à Xavier de Buren qui est à nos côtés ce soir également, le directeur des investissements d'OTA Capital. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Et Hervé Gouletker est également notre compagnie, Senior Economic Advisor d'Accuracy. Bonsoir Hervé. Bonsoir Grégoire. Hervé, commençons évidemment sur les conséquences potentielles de cette crise iranienne, de cette guerre avec l'Iran et de cette crise qui touche l'ensemble du Moyen-Orient depuis quelques jours. Donald Trump a semblé vouloir recentrer un peu le scénario de ce conflit sur l'idée d'une durée de conflit de quelques semaines. Est-ce que déjà c'est quelque chose qui peut être crédible du point de vue géostratégique et deuxièmement, si on est dans un scénario central d'un conflit qui ne durerait que quelques semaines, est-ce que quel type de séquelles cette crise pourrait-elle laisser derrière elle ? Alors, il est plus facile de répondre à la seconde question qu'à la première. Mais commençons par la première, pour respecter l'ordre que vous me proposez, Grégoire. En fait, on est quand même énormément dans le flou. On comprend que c'est une guerre de choix côté américain, une guerre plus de nécessité côté israélien, donc c'est pas exactement de même nature. Pour quels objectifs ? Détruire l'armement le plus dangereux de l'Iran, changer le régime, aller vers une fragmentation du pays qui le rendrait plus faible, avec une structure étatique bancale. Ça permettrait d'être tranquille. Mais en fait, quels moyens doit-on adopter pour atteindre l'un ou l'autre de ces objectifs ? Les bombardements permettent peut-être de répondre au premier, détruire les armes les plus dangereuses, répondre pas vraiment aux deux autres, donc on n'en sait rien. Alors on peut dire qu'on est face à une incertitude qu'on qualifie de stratégique, et ça serait le génie du président américain, ou est-ce qu'on l'ambiguïté stratégique. Voilà. Bon. Ambiguïté, vous avez raison, le terme est meilleur. Ou est-ce qu'on est face à un flou et on ne comprend pas grand-chose ? J'ai quand même l'impression que quand on prend la palette des éléments, simplement en pondérant chacune des possibilités du même poids, le flou paraît l'emporter sur l'ambiguïté. Donc je pense qu'on en est là, et dans ce contexte-là, et on le voit bien sur les marchés, on est très sensible à la phraséologie. Ah oui. Un mot, une action commenter, et donc on dit on va dans telle direction ou dans telle autre. À mon avis, aujourd'hui, on est face plutôt à des phénomènes de volatilité qu'à des inflexions, des débuts de tendance. On n'en est pas là. Hélas, la réponse n'est pas satisfaisante, mais je pense que l'analyse froide nous pousse à aller dans cette direction, même si on ne va pas très loin, oui. Ça c'est vrai. Mais ce serait un pari de se dire que la porte du conflit est définitivement refermée. Oui, je pense qu'aujourd'hui, surtout qu'on voit bien que les Iraniens ont en plus des réponses, et leurs réponses sont tactiquement intelligentes, quoi. En fait, ils essaient de mettre le désordre économique dans la région pour qu'il y ait des pressions sur les protagonistes et que ça s'arrête au plus vite. Alors, votre deuxième question, c'est pas compliqué. Plus ça s'arrête vite, moins ça fait de dégâts, plus on retournera à quelque chose qui s'apparentera à la normale, avec peut-être 2 éléments qu'il faut prendre en compte. L'incertitude, on va quand même, d'une façon ou d'une autre, garder un écho d'incertitude géopolitique, parce qu'il y a la région, et puis après, il y a cette fameuse notion des sphères d'influence des uns et des autres. Et on a un peu l'impression que les Américains ont dit « ma sphère d'influence va jusqu'au golfe arabo-persique ». Donc, même aussi le côté persique du Golfe. Et ça, les Chinois, ça va leur poser une question. Donc là, on va tendre un peu les choses. Alors, on verra bien fin mars la réunion entre les présidents Xi. Toujours prévu. Et puis, l'autre élément, au-delà de cette incertitude, c'est qu'on a loué la résistance, la bonne résistance de l'économie mondiale à l'incertitude. Toutes les organisations internationales avaient écrit là-dessus. En fait, plus on tend cette incertitude, plus on challenge finalement cette résistance. Donc, plus c'est court, mieux ça ressemble à avant, mais sans doute à un avant un peu plus fragile. Donc en fait... Chaque choc nous fragilise quand même un peu plus. Hélas, je le crains. Donc le scénario central que l'on avait, avec une probabilité qui était quand même pas extrêmement élevée, je pense que cette probabilité, elle s'est un petit peu réduite. Ouais, bon...
Xavier, les enseignements que vous tirez de cette séquence, alors encore une fois, toujours en cours, on est loin de proclamer la fin de la guerre, et Donald Trump a été quand même relativement flou. Quand on entend toute la conférence de presse, c'est difficile d'en sortir avec une idée très précise, effectivement, du délai, de la durée des objectifs américains. Du point de vue des marchés, là, quels sont les commentaires, les observations qu'on peut faire après 10, 11 jours de crise ? Alors la première, c'est peut-être regarder les volumes. Les volumes aujourd'hui sont plutôt assez soutenus. Ça veut dire que finalement, la baisse offre certaines opportunités, ou en tout cas que certains actifs ont trop baissé au vu de la situation, si elle doit se calmer. Mais encore une fois, il est vraiment impossible d'avoir une lecture réelle de la situation, et évidemment, je ne me prononcerai absolument pas là-dessus. Ce qui est peut-être, il faut regarder un peu ce que le marché nous a dit avant ce rebond, et ce qu'il essaye de nous dire un peu aujourd'hui. Avant le 28 février, on avait un scénario qui était très favorable, le Goldilocks, avec finalement une croissance économique mondiale qui était plutôt résiliente. Les risques n'étaient pas macroéconomiques. Pas du tout. On avait une inflation qui était maîtrisée, on avait une banque centrale européenne qui avait atteint ses taux neutres, une banque centrale américaine qui entamait son pivot et son cycle de baisse des taux, donc toujours en soutien de l'économie. Donc on avait un scénario qui était favorable. D'ailleurs, le démarrage de l'année, l'optimisme des investisseurs vraiment prenait en compte ce scénario-là. Et puis, on a cette intervention qui a effectivement tout chamboulé. Et on n'a qu'à le voir dans les anticipations de mouvements de taux des banques centrales. Avant l'intervention, le marché anticipait un nouvel assouplissement du côté de la Banque centrale européenne. Aujourd'hui, il anticipe 2 hausses de taux. Et pareil du côté des États-Unis, où on a annulé les 2 baisses de taux qu'on attendait. Donc on a vraiment un revirement de situation qui est très puissant, et qui s'est matérialisé par la très forte chute des marchés, même si on a eu 2 vitesses un peu différentes dans cette baisse, à savoir que l'Asie et l'Europe, évidemment très dépendants de l'énergie, ont beaucoup baissé, avec des baisses en dehors du rebond d'aujourd'hui, mais entre 6 à 8%. Et des États-Unis qui ont finalement plutôt assez bien amorti, parce que autoproducteurs d'énergie, évidemment. Et puis, ça a été aidé par la remontée du dollar, où le dollar confirme, malgré tout ce qu'on a pu dire, son statut de valeur refuge. Mais derrière tout ça, ce qui est très important, c'est la liquidité. Et le dollar est la monnaie la plus liquide, évidemment. Et on voit que tous les actifs liquides ont plutôt bien passé On cherche la liquidité, effectivement, dans ces moments un peu troubles. De risk-off, évidemment. De risk-off, ouais. Ninon, qu'est-ce qui change pour vous, ou pas d'ailleurs, à travers cette crise, à travers ce conflit qui déstabilise les marchés énergétiques? Le pétrole reste une variable et un paramètre majeur pour nos économies aujourd'hui. Est-ce qu'on est déjà en train de revoir les scénarios macro et de marché pour 2026, ou est-ce qu'on a encore un peu de temps, j'allais dire, pour le faire? Alors, je pense qu'on a encore un petit peu de temps pour le faire, effectivement, parce que, comme vous l'avez souligné, on est encore relativement tôt dans le conflit, et l'incertitude sur le résultat, la date de fin et les perturbations sur le marché de l'énergie sont. On a tellement l'habitude que tout aille vite aujourd'hui qu'on se dit qu'un conflit peut se régler en 1 semaine ou 10 jours. Et effectivement, c'est bien de le rappeler comme vous le faites. 10 jours dans l'histoire d'une guerre, c'est pas grand-chose, quoi. Donc effectivement, là, on est en train de travailler sur différents scénarios. Mais on n'est pas encore en train de réviser les scénarios centraux, que ce soit de la part de nos économistes, mais aussi nous dans l'équipe de stratégie de taux. Mais effectivement, il faut forcément anticiper différents scénarios. Et pour nous, en ce qui concerne le marché des taux, le plus important, c'est vraiment ce qui adviendra sur le marché du pétrole et toutes les difficultés sur le détroit d'Ormuz. Donc effectivement, la fin d'un conflit militaire, c'est positif, mais ce qui compte vraiment sur les anticipations d'inflation, et donc tout ce qui est pricing de banque centrale et réaction des taux longs aussi, c'est effectivement ce qui se passe du côté des matières premières. Et donc on travaille avec certains scénarios, et si effectivement le conflit venait à se terminer sous quelques semaines, avec une normalisation sur les marchés des matières premières, dans ce cas-là, on aurait quand même un scénario avec
un petit choc inflationniste, mais relativement court terme, et des dégâts sur la croissance économique relativement limités. À partir de combien de temps ça commence à vraiment mordre, j'allais dire, dans l'économie ? Alors, c'est vrai que la durée, c'est un peu la question clé pour nous aujourd'hui. C'est, selon nous, vraiment le prix du pétrole. Et si ça persiste, par exemple, au-delà d'une prime de $10 sur le baril de pétrole pendant plusieurs mois, que ça commence à avoir un impact à la fois sur l'inflation et sur la croissance. Nos économistes en Europe ont fait un certain nombre de simulations la semaine dernière en réaction à ce qui s'est passé et ont observé que si on a cette augmentation durable de 10% de dollars sur le baril de pétrole, on pourrait avoir un impact négatif de 0,2 points de pourcentage sur la croissance européenne. Pour chaque $10 supplémentaires de pétrole, c'est 0,2% d'impact ? Alors oui, mais à horizon de 2 ans. D'accord. Et ce sont bien sûr des modèles. Donc, bien sûr. C'est toujours... Non, mais ça donne un ordre de grandeur et ça donne une idée des cicatrices potentielles que cette crise, si elle s'installait dans le temps, pourrait laisser. Comment vous analysez la manière dont les marchés de taux ont réagi dans cette crise, Ninon? Est-ce qu'il y a toujours une corrélation très forte quand même entre les cours du pétrole et la variation des taux longs souverains en l'occurrence? Alors, on a été un petit peu surpris, pour être honnête, par les réactions au lendemain du conflit, parce qu'on aurait pu s'attendre à avoir un petit peu de flight to quality sur les obligations souveraines. Voilà, ça s'est pas du tout passé comme ça, et on a eu tout de suite une réaction de hausse des taux qui s'est essentiellement matérialisée sur la partie courte de la courbe. Donc vraiment le marché qui a tout de suite pricé un choc inflationniste. Donc on a eu un aplatissement des courbes. Exactement. C'est ça. Aplatissement des courbes. Donc voilà, le marché qui était vraiment plus inquiet sur l'inflation que sur la croissance. Mais on a toujours un lien direct entre pétrole et taux long. Et ça passe par tous ces scénarios sur l'inflation, sur les anticipations d'inflation et sur la potentielle réaction des banques centrales. Mais effectivement, l'aplatissement des courbes a été quand même assez significatif. Et aujourd'hui, on voit pour un peu la première fois un rebond. À savoir si c'est durable ou non, c'est assez difficile à dire. Mais selon nous, ça aussi, cet aplatissement a été exagéré par le fait qu'un certain nombre de positionnements de marché ont été débouclés. Donc on avait... Tout le monde est positionné, beaucoup d'investisseurs sont positionnés pour des phénomènes de pantification des courbes de taux. Donc ça, c'est un contre-pied qui a été important. Oui, exactement. Ouais. Ça a exagéré pour nous les mouvements. Bon. Est-ce que ça reste des valeurs refuges ou pas quand même ? C'est vrai que c'est une bonne question vu les mouvements. On a vu le dollar monter un peu, mais bon, un intervenant me disait si vraiment le dollar avait un statut de valeur refuge, il aurait pu prendre 3, 4, 5% facile. Ça n'a pas été le cas quand même. Sur les obligations souveraines, effectivement, c'est une question qui revient de plus en plus aujourd'hui. Et c'est effectivement lié au fait que, notamment en Europe, mais c'est aussi vrai aux États-Unis, les politiques budgétaires sont un petit peu plus contraintes, donc toutes les marges de manœuvre pour faire face à ce genre de choc d'offres négatifs sont un petit peu limitées. Et donc on a quand même un réajustement qui est visible dans les réactions et dans les phénomènes de risk-off où on aurait pu avoir un flight to quality qui ne s'est pas matérialisé. Vous comprenez le changement de pricing de marché concernant les banques centrales, concernant par exemple la Banque centrale européenne? Alors le débat était déjà ouvert sur savoir est-ce que le prochain mouvement serait un mouvement de baisse, une dernière baisse supplémentaire, ou est-ce qu'on était déjà dans l'idée que le prochain mouvement serait un mouvement de hausse. C'est vrai qu'il y a quand même un renversement un peu de la balance des risques à travers cette crise énergétique en tout cas. Hervé. Il y a les anticipations de politique monétaire et puis il y a le message des taux longs. Les anticipations de politique monétaire, moi je les ai trouvées vraiment bizarres parce qu'on aime à dire que les banques centrales voient loin, donc elles regardent plutôt les indices noyaux durs des prix à la consommation, hors énergie, hors produits alimentaires. Or là, le choc est énergétique, il sera peut-être sur les produits alimentaires. La fermeture même partielle du détroit d'Ormuz est quand même une vraie question aussi pour le prix des matières premières. Et en fait, le marché a réagi avec donc cette hausse du prix du pétrole, comme si
la hausse du prix du pétrole allait contaminer l'ensemble des prix et qu'on allait se retrouver avec une hausse généralisée, auto-entretenue des prix. Ça veut dire que ce qui se passe sur le pétrole aurait des implications sur les salaires et finalement sur tous les coûts et tous les prix. Ça, c'est le playbook 2022. Vous dites le playbook 2022 de la crise énergétique déclenchée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Vous dites c'est pas forcément le bon playbook pour cette affaire-là. Je trouve qu'on va très vite en besogne, et donc j'aurais envie de dire qu'on est allé trop vite et que ça va connaître une correction. De ce côté-là, on est face à un imprévu, on réagit comme on peut. Et là, je trouve que la réaction est excessive et donc je m'attendrais à une correction. Par contre, le message envoyé par les taux longs, moi, je trouve qu'il est surprenant tout de même, parce que c'est vrai que, alors, c'est un choc. Normalement, c'est safe haven, donc ça fait plutôt baisser les taux longs. Alors, je comprends bien que c'est un choc particulier, c'est le pétrole, donc c'est l'inflation. Et c'est vrai que lorsqu'on décompose la hausse des taux longs, moi, j'aime bien la décomposer en anticipation inflationniste à 10 ans, la prime de terme, donc en fait la prime qu'on demande pour se positionner sur du long plutôt que du court, sur des obligations à maturité longue par rapport à celles à maturité courte. Et le reste, je dis que c'est un taux réel, un vrai taux réel. Et on voit que c'est quand même beaucoup les anticipations inflationnistes. C'est un peu la prime de terme et puis pas trop. Alors le reste, où on ne sait pas si c'est les comptes publics, si c'est la croissance, c'est un mélange de l'un et de l'autre vraisemblablement. Donc en fait, là, ce qui me semble dans la réaction des taux longs, c'est que, quand on décompose comme ça, on se dit c'est l'inflation et ça va passer aussi, peut-être passer, mais quand même, il y a une seconde idée qui vient derrière. Est-ce que la décomposition est la bonne ? Et est-ce qu'on n'est pas simplement en train de nous dire que les actifs sûrs paraissent moins sûrs aujourd'hui. Alors, sur la politique monétaire, il y a la relation entre l'exécutif et la Banque centrale. Il y a l'état des comptes publics. Et aux États-Unis, on a quand même une négligence par rapport aux comptes publics. On dit, dans 10 ans, on aura une dette publique de 30 points de PIB supérieure. Le déficit sera infiniment à 7 points de PIB, entre 6 et 7. C'est ce que le Congress Budget Office nous dit. Et on dit, ça fait pas mal. En fait, le marché se dit peut-être que ça fait un peu mal. Et donc, je trouve que le message des futurs de taux directeurs, à mon avis, c'est un épiphénomène. Le message des taux longs, moi, il m'embête plus. Ouais, j'entends. Et c'est celui-là... Révélateur d'une situation de long terme qui est pas évidente à gérer. Et le fait que le dollar ne soit pas réapparu avec toute sa splendeur, ça va aussi dans ce sens-là. Et le fait que finalement, on soit allé sur les crypto-actifs un peu par défaut. Moi parce que l'or, finalement, a un peu monté, puis finalement a baissé derrière. Moi, j'ai quand même l'impression que les investisseurs s'interrogent sur les actifs sûrs aujourd'hui. On ne sait pas bien répondre et donc on diversifie un petit peu partout. Ce n'est pas une excellente réponse, mais comme on ne comprend pas très bien. Oui. Warren Buffett disait régulièrement que la diversification était parfois aussi le masque de l'ignorance. Voilà. Et donc, on est peut-être un peu là-dedans. C'est intéressant ces épisodes, lui surtout, ces épisodes de stress de marché pour essayer d'identifier effectivement les refuges potentiels, la manière dont on peut se couvrir aujourd'hui dans ces marchés. Xavier, c'est vrai que il n'y a pas un choix délirant d'une certaine manière, et vous le notiez. La résilience du marché action montre qu'on peut trouver peut-être aussi de la solidité dans des actifs risqués, mais aussi des actifs tangibles. En effet, on a bien vu dans ce fort mouvement de marché toujours une divergence très marquée, environ à peu près 10-12% de différence entre le meilleur secteur et le moins bon. Et évidemment, on retrouve en tête des thématiques défensives. La défense, évidemment, dans un contexte actuel, ça reste un secteur qui offre de la visibilité, si on peut dire ça comme ça. Vous avez toute la partie défensive télécom, les utilities qui ont plutôt bien amorti sur le choc. Évidemment, c'est des secteurs qui sont pas très consommateurs d'énergie, qui sont beaucoup moins cycliques, beaucoup moins dépendants de la consommation. Donc évidemment, ça reste une fois de plus des secteurs qui ont montré leur résilience à ce niveau-là. Ça peut sans doute durer également, puisque c'est des secteurs, en tout cas certains secteurs
des télécoms ou de l'énergie qui sont sur des niveaux de valorisation qui sont vraiment pas délirants, bien au contraire. Le secteur de l'énergie, c'est un secteur qui était plutôt délaissé ces derniers mois avant que ce nouveau choc pétrolier, entre guillemets, réapparaisse. C'est un secteur qui offre une bonne visibilité sur les dividendes, etc. Donc ça reste aujourd'hui, si on veut rester investi sur les actions, ça reste des safe havens où on peut aller. Après, moi, je trouve aujourd'hui que on avait vu beaucoup de secteurs qui avaient des niveaux de valorisation qui étaient plus justifiables selon nous. Alors, c'était certes de très bonne qualité, des valeurs qui avaient un positionnement assez unique, etc., mais qui avaient atteint des niveaux de valorisation qui, pour nous, devenaient trop exagérés, ou en tout cas qui ne justifiaient plus d'acheter ces valeurs-là. Et on retrouve quand même aujourd'hui, alors ça avait commencé à décroître un petit peu, cette prime de valorisation, mais là, la baisse a permis de revenir sur certaines valeurs, sur leur moyenne historique long terme. Ouais. Et donc, malgré... alors, aujourd'hui, c'est très difficile de savoir quel est l'impact réel. On a parlé. On n'a pas de notion sur la durée, quel sera l'impact sur ces valeurs de qualité. Mais là, pour un investisseur qui a un horizon long terme, je pense qu'on revient sur des niveaux sans doute attractifs pour commencer à faire des positions. Et d'ailleurs, quand on regarde la médiane, quand on regarde les 6 derniers chocs pétroliers depuis les années 80, le marché a finalement mis entre 4 à 5 mois pour revenir sur ces niveaux de pré-choc pétrolier. Pour recouvrir les pertes Exactement. qui se sont accumulées. Donc on voit bien que 5-6 mois, quand vous avez un horizon de temps qui est assez long, c'est plutôt des niveaux pour profiter de certaines opportunités qu'on a dans le marché. C'est impossible de savoir quand est-ce que ça va se terminer, mais construire petit à petit des positions sur des titres de qualité avec des vraies barrières à l'entrée et une capacité de création de valeur réelle. Il faut toujours, c'est toujours évidemment dans des situations de stress et à l'encontre du consensus qu'on gagne le plus d'argent. Ninon, Xavier évoquait effectivement des secteurs alors qui sont peut-être moins sensibles que d'autres au prix de l'énergie. Il y a quand même des secteurs industriels, je pense à la chimie ou d'autres, très sensibles évidemment aux variations du prix de l'énergie. Est-ce qu'on a vu dans les marchés de crédit un stress particulier aussi, ou est-ce que c'est un stress dans le crédit qu'on a retrouvé, je sais pas, sur d'autres classes d'actifs risqués comme les actions par exemple? Alors les réactions dans le crédit ont été un peu similaires à celles qu'on a vues dans d'autres classes d'actifs, mais relativement limitées. Donc nous, on regarde là au niveau indiciel, donc on ne va pas regarder des secteurs particuliers ou des valeurs particulières, mais effectivement, on a eu un écartement des spreads de crédit, plus marqué en Europe qu'aux États-Unis, mais ça reste relativement limité et on est revenu un petit peu des plus hauts aujourd'hui. Nos stratégies de crédit restent quand même extrêmement prudents. Encore une fois, la durée du conflit. Parce que c'est des marchés qui étaient chers aussi avant le conflit, c'est ça. Donc, ils ont tendance à être quand même relativement positifs. Si on a un conflit qui se termine relativement rapidement, on pourrait avoir une correction. Mais dans ce contexte-là, ils sont quand même conscients que les entreprises restent elles-mêmes prudentes. Et donc, pas forcément de grosses décisions d'investissement. On va attendre de voir un petit peu plus ce qui se passe pour décider. Ça peut conforter l'idée d'un certain attentisme, effectivement, de la part des entreprises. Si on se place au niveau des États, désormais, dans la zone euro, bien sûr, ou en Europe, au sens large, Ninon, là aussi, c'est vrai qu'on a vu des spreads en zone euro revenir à des niveaux historiquement bas. Comme je le dis souvent, le pack euro a jamais été aussi soudé que ces derniers mois. Est-ce que c'est une situation qui est soutenable, durable dans le temps? Est-ce qu'un choc comme celui qu'on traverse avec la crise iranienne, qui est un choc énergétique, avec une Europe toujours très sensible à ces questions, la situation s'est un peu améliorée peut-être depuis la crise ukrainienne, mais pas suffisamment, j'imagine, pour parler d'autonomie énergétique. Est-ce qu'il y a un risque, et comment vous l'évaluez, de revoir un peu de dispersion et de fragmentation peut-être au sein des souverains européens là? Alors, au niveau des souverains, on a vu effectivement une réaction assez similaire, à savoir l'écartement des spreads pays, qui a été quand même plus marqué, notamment sur l'Italie ou les pays périphériques.
En Italie, c'est essentiellement lié au fait que c'est un des pays qui est les plus dépendants au niveau énergétique, par exemple en comparaison avec la France. Donc là, effectivement, on a eu une réaction à peu près normale à ce choc. Maintenant, pour nous, c'est pas tout à fait la fin de la convergence. Donc c'est un thème qui a été quand même très présent et très soutenu sur les 2 dernières années. Et on pense quand même que le thème peut continuer jusqu'à la fin de l'année en fonction de la durée du choc. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même, à moyen terme, des fondamentaux qui s'améliorent dans les pays périphériques toujours. Niveau de déficit ou de dette sur PIB, par exemple, par rapport aux pays corps, cœur ou semi-corps, oui. Voilà. La tendance sur les ratings aussi sont toujours orientés à la hausse pour les pays périphériques et plutôt dans l'autre sens pour les pays corps, semi-corps. Donc on a, nous, toujours cette vue fondamentale que la convergence peut persister. Bien évidemment, on ne s'attend pas non plus à une performance massive comme on a pu voir l'année dernière. Mais on voit quand même toujours les investisseurs qui sont plutôt en support de l'Italie, de l'Espagne, qui sont toujours plutôt positifs. Et notamment, la semaine dernière, il n'y a pas eu de gros flux vendeurs sur l'Italie. Donc, il y a eu pas mal de mouvements liés au marché des futurs, mais en flux, on va dire, réel sur les obligations italiennes. Il n'y a pas eu... Confirme le changement de statut de ces pays-là, ou en tout cas de leur signature par rapport... Exactement. Après, ça reste une vue moyen terme. À très long terme, il y a bien sûr des différences structurelles, par exemple, entre l'Italie et la France. Mais à moyen terme, nous, c'est toujours un thème qu'on pousse, en tout cas. Bonne piqûre de rappel que effectivement l'autonomie énergétique de l'Europe est encore loin devant nous, même si on a pu améliorer notre position peut-être depuis la crise ukrainienne, mais c'est une piqûre de rappel importante quand même, j'imagine. Hervé. Oui, ce que l'histoire nous apprend, c'est que un des fondamentaux du développement économique équilibré, c'est l'indépendance énergétique. Ça, l'histoire nous l'apprend tout le temps. Alors, on l'avait peut-être oublié ces 30 ou 40 dernières années en se disant le monde est ouvert, c'est la martingale qu'on n'avait pas connue jusqu'à maintenant, et elle va durer. Cette martingale, elle est en train de se refermer. Le capitalisme de la finitude, voire le capitalisme d'État de la finitude, est quand même en train de frapper à la porte. Dans quelle mesure va-t-il vraiment s'installer dans le paysage ? On ne le sait pas encore, mais on voit bien que le paradigme est en train de changer. Et dans ce nouveau paradigme, ne pas avoir d'indépendance énergétique, c'est prendre un risque. Oui, c'est plus qu'une fragilité. Ah oui, c'est un risque qui est inacceptable. Donc en fait, après, il faut regarder les politiques énergétiques de tous nos pays et voir ce qui fait sens ou ce qui ne fait pas sens. Et en fait, oui, il faut que l'on accélère vers le nucléaire, qu'on accélère vers le renouvelable. Et en fait, l'énergie carbonée pose des problèmes par ailleurs, mais en termes purement économiques, au niveau de notre indépendance, il est urgent que l'on passe à autre chose. Si ce qui se produit aujourd'hui est une piqûre de rappel, tant mieux. Mais en fait, ça, c'est un point important. Et ce que disait Ninon, c'est important aussi. En fait, cette convergence des taux longs. Alors, il faut se méfier, à mon avis, parce qu'on regarde les spreads, mais en fait, notre référence, c'est le taux allemand, et la politique budgétaire allemande fait dire que la référence peut peut-être monter. Alors les spreads, ils baissent, mais si la référence monte, c'est quand même moyen, quoi. Il y a déjà ce premier élément. On ne peut pas, dans le cadre actuel, ne raisonner qu'en spread. C'est aussi une convergence par le bas. Oui. Voilà, il faut aussi faire attention à ça. Et le deuxième point, cette convergence, elle nous envoie un message qu'on devrait entendre, c'est que c'est le parfait moment pour... réémettre de la dette commune, quoi. Et en fait, il ne faut pas attendre que l'on ait à nouveau des craquements ici ou là. Alors, ça peut être des crises internationales avec des réactions différentes dans tous nos pays parce que les caractéristiques ne sont pas les mêmes. Ça peut être des crises nationales. On a quand même des élections à venir et à commencer par des élections françaises d'ici un an. On ne sait pas bien quel paysage politique va sortir de cela. J'ai l'impression que le marché et le calendrier des élections nous envoient un message. Il y a une fenêtre. Moi, je trouve que la rigidité allemande aujourd'hui est une question sur le sujet. Alors, je pense que c'est toujours pareil avec les Allemands.
politiquement, il faut que l'on ait un accord. Il faut que la France vraiment envoie un message. Oui. On va être sérieux et que les Allemands, sur une intégration plus forte de l'Europe, ne serait-ce que sur les marchés, acceptent. On peut accepter quand même que les Allemands, notamment depuis l'élection de Friedrich Merz, essayent au moins de faire des pas en ce sens. Alors, ils ont fait des pas sur la défense, Ouais. ça c'est vrai. Et encore, il faudra bien voir comment ça se passe, parce que ça soulève d'autres questions d'équilibre à l'intérieur de l'Union. Je ne développe pas plus, mais en fait, je pense que sur cet aspect de financement commun, Ouais, de fédéralisation. il y a un vrai point, et je trouve que... Voilà. Ça doit rester des enveloppes dédiées à la gestion de crise. Ça, c'est la position allemande. Ouais, Il faudrait que ce soit quelque chose peut-être de plus normé, normal dans le fonctionnement européen. Mais comme le monde entre dans une période de changement profond, c'est exactement le moment de le faire. On peut opposer. Bon, comment on navigue dans cette situation, Xavier, on l'a déjà évoqué. Il y a peut-être quelques secteurs boursiers, effectivement, qui peuvent présenter des aspects de refuge relatif, on va dire. Est-ce qu'il y a déjà des opportunités qui se dessinent? C'est ce que vous suggériez pour des investisseurs qui ont des horizons de long terme. Est-ce qu'on a envie quand même de se repositionner sur ce qui étaient les tendances du marché avant cette dernière crise, celle de l'Iran, j'entends. Est-ce que aussi la baisse de la tech américaine qu'on observe depuis le mois d'octobre dernier, est-ce qu'elle présente là aussi déjà de l'intérêt? Comment est-ce qu'on a envie de regarder à travers cette crise iranienne et se repositionner? En regardant déjà premièrement les publications de résultats. Ah oui. Qui ont été plutôt de bonne facture, que ce soit aux États-Unis comme en Europe, avec des perspectives qui étaient bonnes. Ça, c'est le premier point. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le point de départ des entreprises avant cette crise est plutôt solide en termes de génération de cash, en termes d'endettement, en termes de croissance. Ça, c'est un premier point. Maintenant, effectivement, comme on l'a assez dit, mais la difficulté d'avoir une visibilité sur une issue de ce conflit, c'est qu'on peut se repositionner de façon toujours graduelle dans le marché. Un bon exemple, le secteur bancaire est un des secteurs qui a le plus reculé depuis le 28 février. C'était un secteur leader, c'est presque redevenu un secteur poids lourd. En tout cas, c'est un secteur qui, depuis des années, entretient la surperformance. Depuis 5 ans, c'était le meilleur investissement. Alors, il y a deux lectures. La première, c'est qu'il y a certainement des prises de profit, et on le voit, tous les secteurs qui avaient très bien performé sont vraiment dans le peloton d'arrière, en étant les moins bons performeurs. On a commencé par tout ce qui avait le mieux marché. Exactement, et on voit bien d'ailleurs que les secteurs qui étaient très en retard, c'est ceux qui résistent le mieux aujourd'hui. Mais typiquement, le secteur bancaire reste un secteur... Alors oui, il y aura quelques impacts si la hausse des taux se confirme, ou si des taux restent à ces niveaux-là, de façon directe et indirecte. Indirecte notamment sur le fait que si le crédit serait enchéri, peut-être que les entreprises vont moins émettre, vont moins investir, etc. Maintenant, c'est un secteur qui présente des fondamentaux qui sont tout à fait solides, des générations de trésorerie qui permettent des dividendes très élevés. Le dividende yield moyen, enfin le rendement moyen du dividende du secteur aux alentours de 8%. Et on a eu plusieurs banques européennes qui ont présenté lors de Capital Market Day des objectifs sur les années futures, sur 3, 4, 5 ans, et qui sont plutôt concentrés sur une optimisation de leurs coûts, de leur organisation, etc. Donc c'est vraiment des plans qui doivent normalement se dérouler sans trop de contraintes, et qui doivent se dérouler sans les problématiques extérieures. Et c'est pas un secteur que le marché a identifié comme étant définitivement victime de l'IA. Non. Alors, il y avait eu effectivement ces craintes là-dessus, mais on voit bien... il y avait la Société Générale, d'ailleurs, qui s'était prononcée là-dessus, la BNP, qui annonçait 750 millions de synergies avec le développement de l'IA. Donc, tout ça, normalement, c'est des secteurs qui doivent profiter. C'est des secteurs qui sont vraiment... c'est un secteur qui s'est vraiment
restructuré de façon très très importante après la grande crise financière, qui présente des bilans très sains, une organisation qui a encore une capacité à pouvoir réduire ses coûts et donc toujours pouvoir porter les marges pour une valorisation qui reste pas délirante. Donc ça, pour nous, c'est un secteur qui nous semble plutôt toujours approprié à avoir en investissable portefeuille. Et profiter. Il y a certaines banques, je pense notamment aux banques grecques, qui ont perdu quasiment 25% par rapport à leur point haut en 10 jours. Alors il y a une exposition aussi, bien sûr. plus proche du conflit sur les financements pétroliers, etc. Mais voilà, pour nous, c'est un secteur qui, pour un horizon de temps restent intacts, encore une fois, long terme, nous semble tout à fait investissable. Sur la partie taux, là, quels sont les points un peu stratégiques que vous mettez en avant chez Société Générale CIB, Ninon? Est-ce qu'on reste dans l'idée quand même que les mouvements de pontification vont revenir et que ça reste une bonne stratégie, par exemple? Alors, côté recommandations d'investissement, c'est vrai que c'est assez difficile depuis la semaine dernière d'avoir des convictions fortes. Sur la pontification des courbes, on a toujours cette tendance quand même à vouloir donner un message de la courbe peut encore se pontifier un petit peu. Maintenant, effectivement, si le conflit dure et la BCE s'engage dans un cycle de hausse plutôt que prévu, ce trade n'aura plus vraiment beaucoup de potentiel de profit. Donc, sur les la réaction de la BCE, non mais c'est ce que nous dit le marché, mais la réaction de la BCE face à un conflit qui dure pourrait être de monter les taux. Oui. Ça peut être le cas si effectivement on a un conflit qui dure et les anticipations d'inflation qui décollent, mais il faut quand même avoir une condition remplie de croissance qui reste quand même solide. D'accord. Donc ça fait beaucoup de conditions à respecter. Bien sûr. Mais c'est sûr que pour les stratégies de pontification, c'est un facteur décisif puisque en fait, de manière générale, si on a un cycle de hausse qui s'enclenche, les courbes ont tendance à s'aplatir. Ouais. Donc, à voir si c'est un mouvement qui va perdurer ou si on va revoir une nouvelle pontification. Oui, c'est ça. Et puis, derrière la BCE, d'autres banques centrales pourraient à un moment être tentées peut-être de bouger leur taux à la hausse. Je crois qu'on parle de l'Australie. Enfin, voilà, il y a déjà des mouvements comme ça, un peu précurseurs, j'allais dire, en matière de politique monétaire. Pour la Fed, d'un mot, fait des chocs énergétiques, la sensibilité est moindre. Est-ce qu'on peut imaginer quand même que la Fed puisse continuer de normaliser sa politique monétaire, qui rentre déjà dans un territoire un peu plus neutre aujourd'hui? Alors le choc énergétique américain, en termes de croissance, il est neutre, parce que ce que les consommateurs perdent, les producteurs le gagnent. Par contre, le choc sur les prix, il est réel, parce que là, ça se produit. Donc normalement, ça devrait décaler l'éventuelle baisse des taux que l'on attend. Alors, combien de temps ça va décaler? Ça revient à notre question de la durée de la crise dans le Golfe. Donc, on n'en a pas d'idée, mais j'ai l'impression que ça satisfait tout le monde, parce qu'aujourd'hui, il y a une bonne raison d'attendre. Kevin Warsh n'a pas été encore confirmé par le Sénat, donc rester dans un entre-deux, finalement, c'est confortable. Powell peut partir de façon tranquille, et puis pour la suite, on verra bien. Il est urgent de ne pas se précipiter en matière de décision de politique monétaire, au moins. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Hervé Goulet-Decker, Accuracy, Ninon Bachet, Société Générale CIB et Xavier de Buren, OTA Capital.